Nous plongeons aujourd'hui dans l'univers de l'art déco, un mouvement qui continue de séduire collectionneurs et amateurs à travers le monde. Ce mouvement fête cette année ses 100 ans avec la date importante de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Pour parler de son marché, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Elie Massaoutis, vous êtes commissaire-priseur et responsable du design pour la France chez Philips, la maison de vente aux enchères. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et Patrick Fourtin, vous êtes fondateur de la galerie éponyme et expert reconnu en art déco. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et je me tourne tout de suite vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition esthétique du mouvement? Je pense que le grand public peut un peu confondre parfois avec art nouveau. Quels seraient vraiment les... Justement, tout ça c'est toujours un peu caricatural, la description, oui. Mais je pense que c'est un peu une réaction pour laisser derrière soi l'art nouveau, le 19e siècle. Et après, il y a eu une effervescence artistique dans beaucoup de mouvements, que ce soit la peinture. Et on a, je dirais, l'art déco, c'est un peu une étiquette sur une période, oui. Et qui balaye un peu large. Mais sur le mouvement des meubles, alors c'est assez... de façon caricaturale, on dit toujours la même chose, les beaux matériaux, les lignes droites, tout ça, sachant que il y a des gens qui sont un petit peu des ovnis par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'au début, c'était une niche. On a eu affaire à des gens qui ont été un petit peu avant-garde et qui ont contacté des artistes, qui leur ont passé des commandes, et ces gens avaient souvent des moyens. Donc pour le grand art déco, enfin pour les non reconnus, on leur a fait confiance. Il y a eu des influences avec les arts africains, les arts chinois, le voyage, le public, le théâtre, Joséphine Baker, et tout ça a été un petit peu entremêlé. Et on parle surtout de mobilier, du coup. On parle de mobilier, mais l'art déco, c'est vraiment c'est une étiquette sur une période. Moi, je parle de l'art déco parce que je suis confronté en tant que galeriste, mais il y a eu, c'est un mouvement planétaire. C'était à New York, c'était partout en Europe. D'ailleurs, l'exposition de 1925, de mémoire, regroupait 21 pays, 21 pavillons. Donc, c'était pas une exposition comme celle qui va être aux arts décoratifs, qui va être formidable, dans un lieu. Là, il y avait plusieurs pavillons de la taille du Petit Palais entre le Grand Palais et les Invalides. Donc, c'était vraiment quelque chose de prestigieux. Oui. Et tous les pays ont cherché à éblouir les autres pays par les meilleurs faiseurs, les meilleurs artisans et tout ça. Et Elie, est-ce que c'est important pour le marché de fêter un anniversaire comme ça? Est-ce qu'on se saisit de ces anniversaires, les 100 ans de l'art déco, oui. ou vous faites de toute façon des ventes tous les ans et... Alors, les ventes sont biannuelles en général pour les ventes de divers amateurs. Après, évidemment, un centenaire comme celui-ci, les maisons de vente aux enchères vont essayer de faire un focus sur l'art déco. Ça, c'est évidemment, on va tous essayer de présenter des pièces phares et des pièces importantes de ce mouvement. Et cette année, du coup, est-ce que donc il y a une prochaine vente qui est prévue? Alors, notre prochaine vente à Londres, oui. Chez Philips, aura lieu donc le 4 novembre prochain, la vente de design. On est encore en train on n'a pas encore clôturé la vente, donc on cherche encore des trésors à y mettre. Et là, c'est l'art déco, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est une catégorie de collectionneurs qui est déjà très avertis, ou alors vous devez faire beaucoup de pédagogie? À qui est-ce que vous vous adressez? Non, en général, les collectionneurs d'art déco sont soit des connaisseurs, soit des décorateurs ou évidemment des marchands. Mais en général, les gens qui s'intéressent à l'art déco et aux pièces importantes connaissent le mouvement, connaissent les artistes les plus importants et qui le recherchent. Donc c'est pas encore grand public? Si, c'est grand public parce que ça fait quand même bientôt 50 ans que l'art déco est à la mode. Depuis 1972, avec la collection de Jacques Doucet qui passait en vente, le mouvement et l'intérêt pour l'art déco a toujours été grandissant. Oui. C'est ce que vous remarquez aussi, donc vous avez presque 30 ans d'expérience en tant que galeriste. Comment est-ce que vous voyez l'évolution? Est-ce qu'au début, vous avez dû faire beaucoup de pédagogie, etc. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de l'intérêt pour ce Le monde a changé sur plusieurs niveaux. Dans les années 70, il y avait une minorité de collectionneurs, de marchands ou de personnes averties. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc la vente Jacques Doucet, c'était quand même la grande vente, entre autres.
celle de Karl Lagerfeld, et ainsi de suite, mais c'était confidentiel. Les catalogues, vous aviez 3 images, et le reste, c'était une description. Ils ont été les rois du monde. C'est ce qui a fait que tous ces gens ont pu créer des collections à ce moment-là, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient 30 ans de plus, et ce qui est absolument naturel. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que à ce moment-là, alors je ne sais plus si c'est en 75-76, il y a déjà eu une exposition aux arts décoratifs pour célébrer le cinquantenaire de l'exposition de 1925. Donc tout ça, ça a commencé à fonctionner ensemble. Après, le marché a évolué. Le problème, si on peut dire problème, c'est que les pièces de qualité sont comptées ou sont rares. Après, il y a eu, comme au XVIIIe siècle, les pièces pour Versailles, pour tout ce qu'on veut, et puis du mobilier fait dans les provinces, avec un esprit art déco. Mais l'élite, les grands créateurs, étaient déjà très chers, ou ils étaient déjà, il fallait qu'on puisse suivre, et puis ça cautionnait un style de vie, un grand goût, des niveaux financiers. Important. Tout ce que, voilà, les gens surfaient la vague. Donc toutes ces pièces-là, elles étaient déjà bien implantées là où il fallait, dans des milieux aristocratiques, partout. Et elles sont sorties un peu en même temps. Maintenant, les gens les ont depuis longtemps, donc on en revoit de temps en temps, mais il n'y en a pas tous les jours. C'est de plus en plus difficile d'ailleurs. Donc elles sont très rares. Après, on espère, quand il y a des successions, elles recirculent. Oui. Mais toutes celles qui sont déjà dans les musées aux États-Unis ou en France, elles ne bougeront plus. Donc l'étau se resserre. Oui. Et Dieu merci, il y a des commissaires-priseurs comme Elie ou des... Non, mais je le pense profondément. Des grands marchands avec qui j'ai un respect inouï parce que grâce à ces gens, ils ont essuyé les plâtres, ils ont défendu bec et ongles ce marché parce que ça n'a pas toujours été facile. Et grâce à tous ces gens-là, beaucoup de gens peuvent collectionner, acheter, soutenir des prix, et ainsi de suite. Mais effectivement, le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les belles pièces. Oui. Parce que des belles pièces bien facturées, mais peut-être plus accessibles, etc., ça se trouve moins dans le secteur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Jacques-Émile Ruhlmann, qui est considéré comme le Riesner du XXe siècle. Riesner, c'était un ébéniste du XVIIIe siècle, qui a vraiment brillé au moment de l'exposition universelle avec son pavillon du collectionneur. Vous trouvez des pièces de Ruhlmann pour quelques milliers d'euros pour les premiers prix. Ensuite, vous avez, pour une paire de fauteuils par exemple, vous avez des modèles qui se vendent autour de 40 000 euros, puis vous avez des modèles qui font 1,5 million. Récemment d'ailleurs, voilà. Donc là, on est vraiment sur l'ambiguïté aussi de ce marché, c'est-à-dire qu'il y a des pièces vraiment très importantes, les pièces qui sont recherchées par les vrais collectionneurs, par vraiment les personnes qui connaissent et qui ont les moyens financiers pour acheter ces pièces-là. Mais à côté de ça, vous avez aussi toute une production, soit parce qu'elle est moins rare, soit parce qu'elle est plus facilement accessible, parce que la production a été plus importante pour certaines pièces, où là, les prix ne sont pas les mêmes. Parce que justement, les pièces les plus recherchées, quel serait le Graal de tout collectionneur qui est spécialisé ? Un collectionneur va chercher la rareté, la qualité, et puis évidemment la provenance. Donc quand vous réunissez les trois, et que, par exemple, c'est la première fois qu'un modèle passe sur le marché, là, vous avez vraiment ce qui s'est passé récemment avec une paire de fauteuils. Une paire de fauteuils de Ruhlmann qui sont passés en vente récemment et qui ont fait 1,5 million. Mais pour un autre modèle, par exemple le modèle Gons, nous avions fait le record du monde il y a quelques années chez Philips, à 1,5 million en dollars. Donc, mais c'est des modèles qui n'apparaissent jamais sur le marché. Après, si je peux me permettre, des gens comme Ruhlmann qui sont merveilleux, à différence d'un Pierre Legrain ou d'autres artistes qui faisaient une pièce de temps en temps, Ruhlmann était ce qu'on appelait un ensemblier. C'est-à-dire qu'il pouvait réaliser votre maison, votre hôtel particulier, du tapis, de la poignée de porte, de la boiserie. Et il y avait des meubles meublants et il y avait des pièces d'apparat. Il y a ce côté-là aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a des pièces qui sont plus rares et d'autres, on peut se permettre de les acheter aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme d'ensemblier a complètement disparu du vocabulaire aujourd'hui. Mais donc, il dessinait les tissus, il dessinait les papiers peints, les luminaires, la porcelaine et le mobilier, évidemment, et donc des décors entièrement pensés par lui. Et aujourd'hui, on ne fait plus tellement la distinction parce qu'un designer, il va s'intéresser au mobilier ou il va être un peu... il va avoir une fourchette un peu plus large, peut s'intéresser à d'autres domaines. Mais Ruhlmann était connu pour vendre des meubles
sur lesquels il perdait de l'argent. D'accord. Donc il gagnait de l'argent avec toute son entreprise de décoration, mais les meubles les plus importants, il y avait tellement d'heures de travail dessus, c'était vraiment la Rolls-Royce de la qualité pour les mobiliers. Donc ces meubles-là nécessitaient un savoir-faire et un nombre d'heures. Parce que est-ce que la signature a tant d'importance que ça? Parce que j'entends beaucoup dire que l'art déco, c'est surtout la qualité des matériaux. Est-ce que de cette période-là, la signature est importante? Et pour les prochains collectionneurs qui souhaitent se tourner vers des pièces, est-ce que c'est important ou c'est en priorité vraiment le savoir-faire? C'est-à-dire que l'un va avec l'autre la plupart du temps. On peut pas trouver. On peut trouver des jolies pièces. On peut trouver des belles pièces d'art déco, bien sûr, mais sans nom derrière, sans signature, l'intérêt sera moindre. Et le marché réagit par rapport à l'offre et à la demande. C'est un peu comme à la bourse, on veut les blue chips, les choses un petit peu haut niveau. Mais pour en revenir à Ruhlmann, il y a des pièces, j'ai lu ça dans des articles, on disait que certaines commodes ou certains meubles coûtaient tellement cher en temps, en travail et en prix de revient que c'était l'équivalent du prix d'une Hispano-Suiza. Donc tu disais Rolls-Royce, on n'était pas loin. Pour vous dire que c'était quand même... Et je crois que malheureusement, pas pour tout le monde. Il me semble que certains collectionneurs vendaient des hectares entiers pour se payer des meubles de Ruhlmann. Ah oui, d'accord. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous auriez un petit tips à donner à de jeunes collectionneurs pour vraiment avoir l'œil pour concevoir, voir bien un objet d'art déco? Alors, moi je dirais qu'il y a un équilibre. Oui. Il y a un équilibre et la qualité se voit quand vous ouvrez les portes, vous regardez la fabrication, comment les plaquages sont traités, comment les serrures les matériaux utilisés, etc. Et un conseil, c'est acheter d'abord ce que vous aimez. Ça, c'est la bonne réponse. Moi, ce qui me touche, ce qui est important, c'est qu'il y a des expositions comme celle des arts décoratifs et d'autres, et j'espère qu'une nouvelle clientèle va venir. Je parle clientèle égoïstement, mais ouvrir le regard à des gens de 20 ans, de 30 ans, voir ce qui se passait un petit peu avant, c'est important. Merci beaucoup à tous les deux. Elie Massaoutis, je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et responsable du design pour la France chez Philips, et Patrick Fourtin, fondateur de la galerie éponyme, expert reconnu en art déco. Merci à tous les deux et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.